L'humain, c'est une espèce parmi plusieurs millions d'espèces, quoi. On peut essayer d'imaginer ce que serait la planète s'il n'y avait que l'humain. En économie, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. C'est l'été, les oiseaux chantent, vous écoutez Belvédère et c'est le moment de partir à la découverte des espaces naturels sensibles de l'Isère, des écrins de nature merveilleux de biodiversité et de beauté, où des centaines d'espèces animales et végétales menacées peuvent vivre en toute sécurité. Mais en quoi la rosalie des Alpes, l'Apollon ou le Liparis de l'Ouessel sont-ils vraiment essentiels ? Faut-il s'inquiéter de voir des espèces disparaître, sachant qu'on connaît à peine 20% de celles qui existent sur Terre et que les moustiques sont toujours là à nous embêter ? Pourquoi y a-t-il l'urgence à s'intéresser à ce qui se passe sous nos pieds ? Didier Joux, écologue et pédologue au service du patrimoine naturel du département de l'Isère, nous explique tout. Bonjour Didier Joux. Mais au fait, c'est quoi un pédologue ? Alors un pédologue, c'est une personne donc, qui étudie la pédologie. La pédologie, donc je vais reprendre l'étymologie en fait du terme. Logie, donc tout ce qui est étude. Et pédo, donc le pédon, en fait c'est le sol. Le pédologue étudie le sol à l'échelle donc de la planète, de la Terre. Là, ces dernières décennies, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une vie, toute une biosphère au sein des sols qu'on connaît très peu ou mal. Alors que justement, le sol, c'est vraiment le support de la culture, de l'agriculture, de la foresterie. Et on s'est rendu compte ces dernières décennies que justement par l'artificialisation des sols, on avait des impacts, l'homme avait un impact très important sur cette boîte noire. La biodiversité, donc, c'est un terme qui est relativement récent. Il me semble que c'est des années 1980, c'est pas plus ancien que ça. En fait, ça recouvre la notion donc, de l'ensemble des êtres vivants à l'échelle de la planète. L'humain, c'est une espèce parmi plusieurs millions d'espèces, quoi. Puisque, à contrario, on peut essayer d'imaginer ce que serait la planète s'il n'y avait que l'humain. La communauté scientifique, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'espèces, mais on ne les connaît pas toutes dans le sens où on ne sait pas les nommer ou les différencier. Mais peu importe. On s'est aperçu que de toute façon, que chaque espèce a un rôle particulier ou des rôles particuliers à jouer au sein de la vie des écosystèmes ou même des écocomplexes, c'est-à-dire c'est des écosystèmes qu'on aborde à l'échelle de paysages ou de territoires. Donc c'est des ensembles d'écosystèmes et que de toute façon, la vie à l'échelle de la planète, c'est tout un système donc, d'organisation et de relations interspécifiques entre espèces ou même entre individus d'une même espèce. Et c'est vraiment toutes ces fonctions, tous ces rôles que chacun joue, qui fait qu'on a un équilibre, donc une vie qui peut fonctionner globalement. Chaque espèce a un intérêt. On ne connaît pas lequel. Pour certaines, on le sait, pour d'autres, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'on va perdre quelque chose si on perd une espèce. Le meilleur exemple pour souligner l'intérêt de certaines espèces, ou plutôt de groupes d'espèces, qui nous parlent le plus, c'est par rapport à tout ce qui est pollinisateur. Essentiellement des insectes qui, au cours de leur vie, donc, participent à la pollinisation donc, d'espèces végétales. Aujourd'hui, on a bien mis en évidence dans le monde scientifique que dès qu'on a une disparition de certaines espèces qui deviennent obligatoires par rapport à la multiplication donc, de plantes et notamment de tout ce qui est culture, agriculture. Si on n'a plus ces espèces-là qui assurent donc, la pollinisation, les espèces végétales, donc, elles risquent aussi à leur niveau donc, de disparaître. Il y a aussi la notion donc, de coévolution qu'on connaît aujourd'hui au cours donc, du développement de la vie, des différentes formes de vie à l'échelle de la planète. 4,5 milliards d'années, donc il y a eu toute la vie qui s'est développée donc avec de plus en plus d'espèces, que ce soit des espèces végétales, animales, les champignons, les bactéries, etc. Et voilà, et donc ces relations donc des espèces les unes par rapport aux autres. Et donc de l'intérêt d'une espèce par rapport à une autre. Donc nous, on connaît celles pour lesquelles
il y a un vrai intérêt, un vrai enjeu pour la survie même de l'espèce humaine, mais il y a d'autres espèces qui sont hyper importantes pour la survie même d'autres espèces, comme des espèces d'arbres, par exemple. On a mis le doigt sur les fonctionnements de mutualisme ou de symbiose, qu'on appelle les symbioses, entre des champignons, des bactéries et des arbres. On sait très bien que si on n'a plus certaines bactéries ou certains champignons, eh ben, certains arbres ne peuvent plus survivre. Et ces questions d'adaptation, de résilience, de résistance, que ce soit des écosystèmes ou des espèces, elle est liée à ce moteur qu'on appelle, c'est le moteur de l'évolution en fait. Ce sont tous ces changements qui sont le moteur, qui ont fait qu'on a de plus en plus d'espèces, des espèces différentes, des écosystèmes différents. Et donc les conditions écologiques ne cessent d'évoluer à l'échelle de la planète. Après, il faut connaître les raisons de ces changements. Au cours de l'évolution, c'est possible, ça on ne le sait pas encore, la communauté scientifique on ne le sait pas encore, si les différentes extinctions qu'on a connues à l'échelle de la planète, c'est peut-être d'autres espèces qui étaient aussi à l'origine de ces changements, ou peut-être pas. Aujourd'hui, on est à l'aube, on parle de l'aube de la 6e extinction et que l'espèce qui sera à l'origine de ces changements, ce serait l'homme, de par ses activités justement, par l'émission des gaz à effet de serre, donc on a produit un changement donc, des conditions climatiques. Le climat est de plus en plus chaud. On a des questions par rapport aussi à la répartition de la pluviométrie. Donc là, on sait que l'homme a agi sur son propre milieu, sur son cadre de vie. Donc maintenant, à nous de bien comprendre ce qu'on a créé, nos impacts, pour adapter, pour changer nos pratiques, que ce soit des pratiques agricoles, que ce soit nos pratiques, j'allais dire, d'aménagement du territoire, l'urbanisation, etc., etc. En économie, on dit souvent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On sait qu'il y a des changements, qu'il va falloir résister, être résilient par rapport à ces changements. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, on a tout intérêt d'avoir une diversité d'espèces, une diversité d'écosystèmes, une diversité de paysages, pour se dire que de toute façon, au gré des changements, des modifications climatiques, il y a des systèmes qui seront plus adaptés, mieux adaptés, et ça va nous permettre justement de passer ces changements. A contrario, on voit très bien la fragilité de systèmes, d'écosystèmes qui sont pratiquement monospécifiques. Dès qu'il y a un problème, je vais prendre un exemple, un problème phytosanitaire sur un champ où vous avez une seule et même espèce de cultivée, elle est hyper fragile. Alors que si on avait une diversité à l'échelle d'une parcelle, plusieurs espèces qui étaient mises en culture, si on a un problème sur une espèce, eh ben, il nous reste une autre espèce. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de diversité qui est vraiment un outil, c'est vraiment une force à porter par rapport à ces changements climatiques qui s'annoncent, moins qui sont là aujourd'hui, et qui ont toujours été là. Après, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle arrivent ces changements, en fait. Nous, notre mission, c'est justement de garantir la préservation de cette diversité. Diversité de sites, diversité d'écosystèmes, de paysages, d'espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Et vraiment, à l'échelle du réseau de sites, donc maintenant on a plus de 150 sites à peu près, à l'échelle de l'Isère, on arrive justement à avoir un panel, une vitrine de toute cette diversité qu'on peut avoir dans les conditions climatiques qu'on rencontre à l'échelle de l'Isère. C'est là vraiment la mission première de notre service, et de mettre, j'allais dire, à disposition donc de tout à chacun, de voir cette diversité et d'expliquer l'intérêt de conserver cette diversité. Il y a le côté conservation donc, du patrimoine naturel au sens large, et il y a cette deuxième vocation donc, des sites ENS, c'est l'aspect éducation à l'environnement. Pourquoi dans tel site ENS je rencontre telle espèce, et pourquoi cette espèce je ne la rencontre pas dans un autre site ENS où j'ai des paysages complètement différents. Et c'est en passant par ce pourquoi, on arrive à mettre le doigt sur l'intérêt de telle espèce à tel endroit, de l'intérêt de tel écosystème, pourquoi il est intéressant d'avoir cette forêt-là et également cette forêt-là, ou ce type d'étang-là, ce type de marais-là, de fleurs, d'animaux, etc. C'est là que nos animateurs nature ont un rôle très important pour mettre des mots aussi sur les choses, pour ce qu'on voit. Et c'est une fois qu'on a vraiment compris l'intérêt que peut avoir une espèce ou un écosystème, où justement on se dit, bah oui, effectivement, ça vaut le coup de mettre des moyens et de faire attention et de limiter nos impacts par rapport à une espèce ou à un paysage. D'être capable de nommer et de comprendre comment ça fonctionne. Là, je pense qu'on a déjà fait un grand pas.
Et justement pour comprendre l'intérêt qu'on a de toute façon à conserver donc cette biodiversité. Et c'est en comprenant comment fonctionnait la nature, au sens large, donc son cadre de vie, son environnement, que l'homme, justement, a réussi à se développer à l'échelle de la planète, quoi. Qu'il a réussi donc à se sédentariser, de passer de l'homme cueilleur à sortir des grottes et à mettre en place l'agriculture, à développer l'agriculture. C'est donc bien en utilisant au mieux les ressources naturelles et en comprenant comment ça fonctionnait. Mais il faut avoir une vision optimiste. Actuellement, ce qui est un peu, enfin moi, ce qui me marque, c'est ce côté catastrophiste. Et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les peurs, y compris sur tout ce qui est conservation de l'environnement, alors que je pense il y a lieu d'être justement de retrouver un peu d'optimisme. Et je trouve que justement d'aller dans le cadre de visiter des ENS, d'aller voir les différents ENS qui existent à l'échelle de l'Isère. Et là, il y a vraiment un vrai intérêt d'apprendre à reconnaître les choses, à nommer les choses, à comprendre comment ça fonctionne. Ça redonne justement de l'optimisme et de dire bah oui, effectivement, ça peut fonctionner, ça fonctionne. Et à commencer à raisonner, à dire bah, comment nous, maintenant, aujourd'hui, on peut se réorganiser, comment on peut réadapter nos pratiques, nos usages à l'échelle des différents territoires de l'Isère pour justement nous adapter au changement climatique qui est en cours. Des adaptations de pratiques, déjà, c'est en termes d'agriculture. On voit très bien les évolutions qu'il y a actuellement entre passer sur des pratiques intensives et de passer à des pratiques plus extensives, à redévelopper les haies. On les a arrachées suite au remembrement parce qu'on avait besoin d'avoir de plus grosses parcelles pour être plus efficace en termes de productivité agricole. Mais aujourd'hui, on a vu les limites du système et donc on revient un peu en arrière, même parce qu'on a raisonné. On a vu l'intérêt d'avoir des haies, l'intérêt d'avoir des bandes enherbées autour des parcelles de monoculture. Nos agriculteurs, ils ont très bien observé, c'est eux les premiers qui ont observé que de toute façon, quand on avait un problème phytosanitaire, on avait intérêt d'avoir des oiseaux autour pour aller lutter contre des insectes qui pouvaient être nuisibles, venir détruire des cultures. Les forestiers, c'est la même chose, hein. Donc ils ont mis en évidence l'intérêt d'avoir des peuplements forestiers constitués de 3, 4, 5 espèces différentes par rapport à un peuplement qui est constitué d'une seule et même essence. Par exemple, vous avez une parcelle d'épicéa qui est à basse altitude, et aujourd'hui, donc elles sont confrontées, ces parcelles-là, à des problèmes de réchauffement climatique, de manque d'eau. Et ben, ces espèces-là ne sont plus adaptées aujourd'hui. Et donc toutes ces parcelles donc, constituées à 100% d'épicéa, donc aujourd'hui, elles sont en train de crever. Et donc là, on vient de perdre pratiquement 50 ans, voire 100 ans donc, de production de bois à l'échelle de certaines parcelles. La notion de nature, elle est assez complexe aussi. Est-ce que l'homme fait partie de la nature ou n'est pas dans la nature ? Enfin, moi, j'ai toujours considéré l'homme comme un élément, justement, comme une espèce de la nature. Et je préfère parler d'environnement et de cadre de vie. Et c'est vraiment une fois qu'on a bien compris, qu'on comprend un peu mieux, il faut rester humble aussi, à comment fonctionne ce cadre de vie. Et nous, on est un des éléments de ce cadre de vie. Cet élément humain, Homo sapiens, a pris une place hyper importante dans ce cadre de vie, dans le fonctionnement de ce cadre de vie. Et maintenant, de comprendre vraiment nos impacts, les impacts que l'on a sur l'ensemble des espèces et des écosystèmes et leur fonctionnement. Et justement, les dysfonctionnements qu'on peut créer. Et c'est une fois qu'on a bien compris ça qu'on va pouvoir agir vraiment sur les racines, sur les raisons, justement, de ces dysfonctionnements. Mais il faut rester optimiste. Quand je vais sur les ENS, où justement je rencontre des gens qui viennent de la ville, je me dis, mais oui, mais c'est fou, quoi. Cet écart qu'il peut y avoir entre moi, la vision que j'ai et la chance que j'ai de pouvoir vivre ça pratiquement tous les jours. Et effectivement, il y a certains de mes concitoyens qui, ils ont la chance de pouvoir le voir quelques heures le dimanche. Et puis le reste de la semaine, ils sont complètement coupés de tout ça. Et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, on ramène de la nature en ville. On a développé notre réseau ENS dans les territoires ruraux pour faire venir les urbains de temps en temps, les samedis, dimanches, pour redécouvrir ce qu'est le cadre de vie et la nature. Maintenant, on est à se poser la question comment on peut ramener de la nature donc justement dans nos milieux urbains. Et là aussi, il y a un vrai enjeu. Pour revenir à ma formation professionnelle, je suis écologue. On a expliqué ce qu'était un pédologue, mais pas un écologue. L'écologue, logis, c'est celui qui étudie. Et oikos, c'est la maison. Et la maison, c'est notre cadre de vie, en fait, c'est notre environnement.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est être, c'est très individualiste, hein, c'est tout seul, dans un milieu forestier. Je ne vous dirai pas lequel. Et justement, d'observer et d'essayer de voir à un moment donné, un endroit donné, et d'essayer de nommer un maximum d'espèces qui sont autour de moi et d'essayer de comprendre le rôle de chacune de ces espèces dans le fonctionnement de tout cet écosystème forestier à un moment donné, à un lieu donné. Et ça, je le fais fréquemment. C'est ça mon belvédère, en fait. Et ce qui me permet d'être émerveillé tous les jours, quoi. Et tous les jours, j'en apprends. Merci beaucoup Didier Joux. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Belvédère, le podcast du département de l'Isère qui fait du bien. Il a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son et d'Émilie Vadel de Scadi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous sur isère.fr ou sur l'une de vos plateformes d'écoute préférées pour ne manquer aucun épisode.